On a eu des constats du type « les filles préfèrent la danse à l'informatique et voilà », ou « les filles ne savent pas conceptualiser, c'est peut-être génétique », notamment dans le cas des maths. Évidemment, ça requiert une analyse plus approfondie. Alors, le deuxième ensemble de résultats que nous avons vu dans l'étude, c'est en lien direct avec le premier, c'est à savoir comment se fait-il qu'il y a une telle difficulté chez les enseignants à interpréter cette réalité scolaire qui est en termes de rapport inégalitaire et asymétrique plutôt qu'en termes de différences naturelles et symétriquement valorisées. C'est vrai que ça peut sembler étonnant, parce qu'on a quand même des politiques publiques menées en matière scolaire depuis ces 15 dernières années, en communauté française de Belgique donc, qui semblent s'inscrire clairement dans un projet égalitaire qui est celui de l'école de la réussite pour tous et toutes, et donc on peut se poser la question, comment est-ce encore possible d'avoir de tels constats? Alors, on a deux éléments centraux qui émergent à travers l'enquête. C'est que tout d'abord, comme dans toute enquête sur le social, il y a évidemment les difficultés inhérentes à toute transformation sociale. Je veux dire, les transformations sociales sont lentes, il y a des résistances, des adhésions, et donc ça se fait sur des temps très longs, et que du point de vue spécifique des professeurs, il leur manque en fait des cadres d'analyse sociologiques et psychosociaux afin d'appréhender les dynamiques inégalitaires à l'œuvre dans les écoles. Alors, si je dois préciser mon propos, ce que je peux dire, c'est que les précisions méthodologiques, quand on analyse les textes, donc précisions adressées aux enseignants et enseignantes via les textes officiels tels que le décret mission de 97, qui sont présentés comme visant à la construction d'une école plus égalitaire, reposent en fait, elles aussi, sur un déni des inégalités et des hiérarchies entre catégories sociales et catégories de sexe. Si on analyse en fait les corpus de présentation et de diffusion de la pédagogie différenciée, qui est l'un des éléments majeurs du renouvellement pédagogique enclenché par le décret, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que premièrement, c'est un modèle pédagogique qui n'a pas été pensé afin de lutter contre les inégalités sexuées. Donc ce n'est pas simple pour les enseignants de s'y retrouver. Ces inégalités sexuées ne sont jamais abordées, et de plus, dans les descriptions et théorisations proposées de l'hétérogénéité des classes, qui figurent dans les textes, les assignations de sexe ne sont pas citées comme constitutives. Donc les enseignants se retrouvent à mobiliser dans leur stock d'outils pédagogiques, afin de lutter contre les inégalités, des outils qui n'ont pas été pensés à cet usage. N'importe qui deviendrait chèvre, il faut bien le dire. Deuxièmement, les corpus de promotion de la pédagogie différenciée n'abordent absolument pas la question des différentiels de rapport au savoir en termes de rapports sociaux différenciants, j'insiste bien, inégalitaires, mais en termes de différence. Et la question de l'origine des différences est souvent évacuée comme important peu. Alors, dans ces théories de pédagogie différenciée, qui sont donc définies dans le décret comme une démarche d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes et de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves, très peu est dit sur les causes sociales, je viens de le dire, de cette diversité des modes et besoins d'apprentissage des élèves, ainsi que sur le caractère sexué éventuel de cette diversité. Ce sont donc en fait les modes et besoins qui sont appréhendés tels quels, dans leur manifestation immédiate, non déconstruite et qui sont présentés comme devant être respectés, simplement, mais qui risquent alors de générer des conceptions qu'elles sous-tendent par ailleurs et à réactiver en quelque sorte des conceptions comme quoi les différences seraient innées. Nous serions alors en présence d'enfants qui seraient naturellement développés comme ci ou comme cela, qu'ils soient filles et garçons, ce qui est un paradoxe en fait pour un lieu qui éduque et socialise. On comprend donc bien évidemment que la difficulté actuelle pour les enseignants à voir des inégalités plutôt que des différences filles-garçons, eh bien, elle ne résulte pas d'une résistance de leur part au projet égalitaire envisagé pour l'école, mais qu'au contraire, c'est un déni de rapport de genre et de hiérarchie qui est en fait largement activé dans les corpus sur lesquels s'appuient les textes officiels pour expliquer et promouvoir le renouvellement pédagogique proposé justement en vue de lutter contre les inégalités. Alors, afin d'essayer quand même de faire changer les choses, nous avons travaillé en collaboration donc, avec les professeurs de notre échantillon pour essayer de déterminer ensemble des pistes qui seraient des débuts de réflexion pour lutter dans le système scolaire contre ces inégalités sexuelles et de favoriser l'intégration du genre dans la pratique enseignante. Alors,
ce qui a été déterminé notamment, c'était qu'il fallait diffuser des messages institutionnels plus clairs. Je viens de parler du décret mission, des ambiguïtés qu'il contient. Il s'agit notamment aussi de maintenir et d'améliorer les formations au genre en formation initiale et continuée, et d'étendre ça à tous les acteurs et actrices du système, que ce soit les directions, les inspections, les centres psychomédico-sociaux, etc. Claire Gavret, tout à l'heure, évoquait la difficulté, donc parfois, de travailler notamment avec des personnes qui ont un certain cursus et qui deviennent enseignants, donc qui, eux, vont par exemple tenir compte uniquement des trajectoires individuelles des personnes. De définir le statut aussi de la formation et le référentiel de compétences des formateurs enseignants. De conduire une approche intégrée de genre, des supports pédagogiques utilisés par les enseignants et futurs enseignants dans leur formation. Mais également, et ça c'est le dernier point, les enseignantes présentes ont vraiment insisté sur ce point, c'est que pour elles, il était important de promouvoir la constitution de groupes d'analyse de pratiques enseignantes, donc qui mêlent aussi des gens de terrain et des chercheurs, donc qui puissent alors avoir une approche intégrée de cela. Alors, je vous donne évidemment un tout petit condensé de cette recherche. Donc voilà, je vous dis qu'il a été mené par Madame Privot dans notre cahier, puisque je vous dis que nous faisons une édition, cahier d'université des femmes numéro 3, sur le titre Genre et pratiques enseignantes. Les modèles pédagogiques actuels sont-ils égalitaires? Et merci de votre attention.